Vous m'entendez? Oui, Ah, super. Il y a un signe de vie. Vous êtes tous là? Oui, Bon, on va peut-être pas refaire l'appel, hein. oui. Alors là, je suis content parce que normalement, j'ai réussi à me mettre en bas. Donc, je vois un peu. Bon. Euh, bon, on va essayer de voir comment on peut essayer d'appliquer ce que je viens de voir sur un exemple ou sur. Voilà. Donc, on reprend ce cours pendant 1 heure et demie, jusqu'à un peu moins de 8 heures. On est tous un peu intéressés par les annonces de notre cher président. Oui. Ouais. Bon. Alors, on y va. Donc, on a cette idée qu'en fait, fondamentalement, lorsqu'on cherche à partager le risque d'une entreprise, en fait, on va partager ce risque qui peut être mesuré par le rendement, quoi, qui est lié au rendement de l'entreprise, entre d'un côté, bah voilà, du risque qui va aller vers ceux qui détiennent des actions et du risque qui va aller vers ceux qui détiennent des obligations. Mais peut-être que ça, c'est pas très très bien dit en fait. Ce que l'on cherche fondamentalement à partager lorsqu'on partage du risque, c'est partager des bêtas. C'est partager la manière dont le risque de l'entreprise est lié au risque de marché globalement. Et donc, le bêta de l'entreprise, il va être partagé entre du risque qu'on va en quelque sorte incorporer aux actions, hein, c'est le bêta des actions, et puis du risque, évidemment, qui sera beaucoup plus faible, qu'on va incorporer aux obligations. Et c'est exactement ce qui est dit par cette formule, qui est celle que je viens d'écrire ici. En fait, ceci n'est rien d'autre qu'une formule qui nous montre comment est partagé le risque de l'entreprise. Le risque de l'entreprise, c'est le risque à endettement nul de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est le bêta U. C'est celui qui est lié à l'activité de l'entreprise. Et ben, ce risque, il est partagé entre du risque qu'on va mettre dans les capitaux propres et du risque qu'on va mettre dans la dette. Et combien mettons dans chacun? Ben, ça dépend de la structure du bilan qu'on choisit. Ça dépend de la manière dont l'entreprise partage son risque entre capital propre et dette. Et c'est toujours le même raisonnement, d'accord? Et donc ça, c'est vrai aussi pour le bêta, hein. Voilà, vous avez du bêta U qui est ici, vous avez du bêta CP qui va rentrer dans les actions et du bêta D qui va rentrer dans la dette. Donc vous avez cette formule qui dit aussi que lorsqu'on augmente le levier, eh ben, on augmente le risque qu'on fait rentrer dans les actions. On fait supporter davantage de risque à chaque euro d'action et donc on augmente leur bêta. C'est ça la logique qu'on a. Alors, exemple, on nous parle des actions McDonald's. Bon, on nous dit les actions McDonald's ont un bêta de 0,8. Donc ça veut dire quoi? Un bêta de 0,8 pour les actions McDonald's. Ça veut dire que voilà, l'action McDonald's, lorsque les marchés augmentent de 1, et ben, les actions McDonald's, elles ont tendance à augmenter de 0,8. Lorsque le marché baisse de 1, les actions McDonald's ont tendance à baisser de moins 0,8. Donc, elles amplifient, elles amortissent, elles varient moins en fait que les fluctuations de marché. D'accord? Puisque rappelez-vous, hein, ça signifie simplement que la prime de risque liée aux actions McDonald's, qui est l'écart entre les actions McDonald's, le rendement des actions McDonald's et le titre non risqué, d'accord, ça vaut 0,8 fois la prime de risque qui est liée au marché. La prime de risque qui est liée au marché, elle est de combien? Elle est à peu près de, à l'échelle historique, elle est à peu près de 6%. D'accord? C'est ça, hein, aux États-Unis, sur les marchés américains. Donc, ça signifie que dans ce cas-là, la prime de risque associée à McDonald's, elle, c'est 4,8%. Les actions McDonald's sont moins bien rémunérées que le marché parce que les actions McDonald's fluctuent moins que le marché. D'accord? Donc, le levier de McDonald's est de 0,1. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que McDonald's a très très peu de dettes.
d'ailleurs, ça serait intéressant de le vérifier. McDonald's est une entreprise qui a peu de dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'elle a 1 euro de capital propre, ou 1 dollar, c'est une entreprise américaine, elle a 10 centimes de dette. Et donc, la structure de son bilan, c'est celle-là. OK? Donc, vous voyez, le D de McDonald's, son taux d'endettement, c'est 0,1 divisé par 1,1, c'est-à-dire, on peut le calculer, 9,09%. D'accord? Donc, elle est très peu endettée, hein, McDonald's. OK. Quel est le bêta des actifs de McDonald's? Alors, non. Sous l'hypothèse que le bêta de la dette de McDonald's est nul. Donc, on nous dit bêta D, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous dit, en fait, c'est que la dette de McDonald's, elle est non risquée. Donc, elle n'incorpore pas de risque. Elle n'est pas liée au risque de marché. Pourquoi? Parce qu'elle est de super bonne qualité, donc elle est non risquée. Quel est le bêta des actifs de McDonald's? Le bêta des actifs de McDonald's, c'est le bêta des actions de McDonald's s'il n'y avait que des capitaux propres. C'est le bêta U. Donc, ce bêta U, il est égal à quoi? Il est égal, rappelez-vous la formule qu'on a, il est égal à 1 moins D, le bêta des capitaux propres de McDonald's, plus D fois le bêta de la dette de McDonald's. Et évidemment, comme le bêta de la dette de McDonald's, c'est 0, vous en déduisez que bêta U, c'est égal à 1 moins D multiplié par bêta CP. C'est-à-dire, c'est égal à 1 moins D. 1 moins D, c'est 1 moins 9,09%. Donc, c'est 0 fois 90, c'est quoi un mois? Voilà, c'est un peu compliqué pour moi ça. 911, c'est ça, hein, 911 multiplié par 0,8. Puisque 911, hein, c'est 91,1%. Non, c'est pas 91,1%, c'est 80. C'est 100% moins 9,09. Il y a des moments où il vaut mieux faire les calculs directement au lieu de raconter des bêtises. Donc ça fait 90, ça fait 90,90. Ça fait 90 0,909. D'accord? Donc ça fait 90,9% multiplié par 0,8. Donc le bêta U des actions de McDonald's, c'est égal à ça, multiplié par 0,8. D'accord? Ça fait 0,72. Donc ça, c'est le bêta U de McDonald's. Ça va? Je ne vous entends pas. Ça va. Ça va, c'est clair. Oui, ça va. Bon, donc maintenant, imaginez que McDonald's décide de changer son bilan. D'accord? C'est là. C'est quoi changer son bilan? Je le mets en rouge. D'accord? C'est là. Hein. Que deviendrait le bêta des actions de McDonald's si l'entreprise décide d'augmenter son levier à 0,5? D'accord? Donc en fait, imaginez que McDonald's, un matin, se lève et il se dit simplement, moi, j'ai un actif économique qui vaut 1,1 et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un levier qui est à 0,5. Donc un levier qui est à 0,5, ça veut dire quoi un levier qui est à 0,5? L égale 0,5, ça veut dire un taux d'endettement qui est à 33,33%. D'accord? C'est ça. Hein. Puisque 0,5, ça veut dire que pour un capital propre, j'ai 0,5 de dette. Donc c'est un taux d'endettement de 33,3%. Donc ça veut dire qu'on passerait à un bilan qui serait 0,3663 de dette et le reste en capital propre. 0,7337. D'accord? Bon, c'est ça qu'on nous dit. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Donc typiquement, vous rachetez des actions. D'accord? Ok? On passe de cette situation-là à cette situation-là. Donc dans ce cas-là, que devient le bêta des capitaux propres? Vous voyez que le bêta des capitaux propres, il suffit d'appliquer la formule du levier. Hein. C'est égal à bêta U plus L fois bêta U moins bêta D. D'accord? Bêta D, c'est égal à 0. Parce que, voilà, on dit bêta D, c'est égal à 0, c'est de la dette non risquée. On ne nous en parle pas. Si, on nous en parle. Le bêta de la dette restant nul. Donc, bêta D est égal à 0. D'accord? Donc, du coup, le bêta des capitaux propres, c'est 1 plus L fois bêta U. Et donc, L, c'est égal à 0,5.
Donc, c'est 1,5 fois 0,7272. Et ça, c'est égal à combien? C'est égal à 1,0908. D'accord? Donc, le bêta augmente à 1,0908. Vous avez compris? Oui. On a toujours le même risque économique, on a toujours le même bêta U ici, d'accord? Mais simplement, on augmente la part de la dette. Donc, il faut bien sûr que ce risque économique soit davantage contenu dans les actions. Vous voyez bien que plus une entreprise augmente son levier, plus elle s'endette, d'accord? Plus ça fait augmenter le bêta de ses actions, et donc plus nécessairement ça fait augmenter la rentabilité de ses actions, mais c'est une rentabilité qui incorpore des risques, d'accord? Donc c'est ça, parce que simplement ça partage le risque entre les, ça modifie le partage des risques en fait entre les créanciers obligataires, les actionnaires, et pour chaque euro d'action supplémentaire, c'est davantage de risques. Donc vous voyez, quand vous observez des bêtas sur les marchés, bah ok, mais les bêtas, en fait, eux, dépendent fondamentalement de la structure financière des entreprises. D'accord? Le bêta, lui, dépend de la structure financière. Donc, si une entreprise est davantage endettée, il est normal que comme sa dette fluctue moins avec le marché que les capitaux propres, il est normal que ces actions deviennent plus risquées et donc que leur bêta est supérieur. Et c'est pour ça qu'elles sont mieux rémunérées. Et c'est tout à fait compatible avec le modèle qu'on décrit. Voilà. Alors, avant de, parce qu'on a presque fini en fait ce chapitre, hein, on va faire des petits exercices sur les bêtas là, mais avant de faire ces petits exercices sur les bêtas, je voudrais vous parler de la dette nette. Quand on a décrit l'entreprise, vous savez que quand on a décrit l'entreprise, on a parlé, on a structuré les choses et on a parlé de la valeur de son actif économique et puis de la valeur de ses capitaux propres et de la valeur de la dette. Bon, en fait, on observe, et c'est très vrai actuellement, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui détiennent beaucoup de cash, d'accord, qui ont du cash, qui ont de l'argent, qui ont des disponibilités, des placements sans risque, d'accord. Et actuellement, c'est très très vrai pour beaucoup d'entreprises. Il y a énormément de liquidités et donc les entreprises ont plein d'argent, donc elles ne savent pas très bien quoi faire, donc elles le conservent dans leur bilan. Bien sûr, moi, dans le raisonnement qu'on a fait jusqu'alors, quand on a parlé du VU, on a parlé d'actifs économiques. Donc, en fait, on a parlé de quelque chose dans lequel le cash n'était pas compris. C'est-à-dire, bien sûr que le cash, ce que détient l'entreprise en termes de liquidité, rentre à son actif. C'est ce qu'elle possède. Mais ce qu'on a préféré faire dans le raisonnement tel qu'on le met en avant ici, c'est de voir le cash comme quelque chose qui s'est déduit de la dette brute de l'entreprise pour former la dette de l'entreprise. Donc, le VD qui est ici, c'est une dette nette. C'est une dette nette de cash. Donc, si vous avez une entreprise qui a, comme ici, aucune dette, d'accord, tout se passe comme si, en fait, elle avait un VD qui est négatif. Je vais essayer de vous décrire ça sur cet exemple-là. Imaginez donc, vous avez Microsoft en 2004, c'est l'exemple qui nous est donné. On nous dit, elle a une capitalisation boursière de 300 milliards. Donc ça, c'est la valeur de ses capitaux propres, 300 milliards, d'accord. Donc c'est inscrit à son passif sur la première ligne. Et puis, on nous dit qu'en fait, elle détient 60 milliards de placements sans risque. Donc nous, dans notre logique de Modigliani-Miller, un placement sans risque, c'est quelque chose qui est rémunéré à 5%. C'est comme de la dette négative. Donc en fait, fondamentalement, cette dette négative, ici on nous dit qu'elle n'a pas de dette. Donc elle n'a pas de dette en plus. Donc tout se passe comme si la dette nette de l'entreprise était de moins 60, d'accord, était négative. Et donc la valeur de l'actif économique, quelque chose qui correspond à sa vraie activité, l'activité de dividende de Microsoft, c'est pas de détenir du cash, d'accord. Donc la valeur de son activité économique, en fait, c'est 240. Et la valeur de sa capitalisation boursière, c'est 240 de valeur de l'actif économique plus 60 de cash. On est d'accord qu'en détenant des actions d'entreprise, vous détenez le cash de l'entreprise. Donc c'est normal que ce soit mis là-dedans. Donc la situation initiale, c'est celle-là, d'accord. Vous voyez que dans ce cas-là, le levier, il est négatif. Le levier, il est négatif puisque le levier, c'est moins 60 sur 300. C'est donc moins 20%. OK? Donc, vous voyez, vous pouvez avoir une situation dans laquelle le levier est négatif, une situation où la trésorerie de l'entreprise est supérieure à sa dette. Et donc, dans ce cas-là, dans notre raisonnement, nous, le levier est négatif.
Pourquoi? Parce que le 240, c'est bien la valeur de l'actif économique qui ne tient pas compte de la structure financière de l'entreprise et donc qui ne tient pas compte de son cash, tout simplement. Alors, on nous explique qu'en novembre 2004, Microsoft veut se débarrasser de 32 milliards de cash. Donc, comment va-t-il faire, Microsoft? Simplement, il va prendre les 32 milliards et il va les donner sous forme d'un dividende à ceux qui détiennent les actions de Microsoft. C'est un dividende exceptionnel. Donc, ça veut dire quoi ici en termes de structure? C'est que, suite à cette opération, que va-t-il se passer? C'est très simple. Vous allez utiliser 32 milliards à donner aux actionnaires. Donc, ça veut dire que votre position en cash va se réduire de 32 milliards. Donc, ce que vous allez détenir comme cash, ça ne sera plus 60 milliards, mais ça sera simplement 28 milliards. D'accord? La valeur de votre actif économique n'est pas modifiée. Microsoft reste Microsoft, une boîte qui fait des logiciels et qui gagne de l'argent et qui a un actif économique qui dépend de sa capacité à faire des logiciels et à les vendre. Donc ça n'affecte en rien la valeur de l'actif économique. Donc bien sûr, ce qui va bouger, c'est quoi? C'est tout simple. Vous donnez 32 milliards à des gens qui détenaient Microsoft. Donc ça veut dire que quelque part, vous leur rendez 32 milliards chacun. Donc si vous leur rendez 32 milliards chacun, mais au total, ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement que dans ce cas-là, la valeur des capitaux propres, les nouveaux capitaux propres, c'est la valeur des anciens, 300 moins les 32 milliards que vous avez versés. D'accord? Donc, le nouveau bilan, c'est celui-là. OK? Vous avez réduit la position en cash. Bien sûr, en réduisant la production en cash, ça veut dire que chaque individu, avant, qui détenait une action qui valait 300 $, admettons que c'est 300 $ la cote, simplement, vous lui donnez 32 $ en liquide. Donc, l'action, elle ne vaut plus 300 $, elle vaut simplement 268. Et ce qu'il a dans la poche, c'est une action à 268 $ plus 32 $ en cash, en billets, en liquide. Donc, le bilan de Microsoft est modifié de cette manière-là. OK? C'est clair, ça? Oui. Oui, c'est clair. Et donc, le levier économique, il valait moins 20%. Combien il vaut maintenant? Il vaut moins 28 sur 268. Il a augmenté. Il reste négatif, mais il a augmenté. Pourquoi? Parce que la dette nette a augmenté. Elle était négative au niveau de moins 60, maintenant elle vaut 28. Et donc, le levier vaut maintenant, avant il valait moins 20%, maintenant il vaut moins 10,44%. OK? Et donc, quel est l'effet sur le bêta des capitaux propres? Admettons que le bêta du cash, de la dette, qu'elle soit négative ou positive, c'est 0. D'accord? OK, c'est ce qu'on avait. Donc, on a accepté ça. Donc, on sait que le bêta U, c'est égal à. Non, le bêta CP, pardon. Je me suis trompé, j'utilise ma petite gomme. OK, c'est là. Le bêta CP, le bêta des capitaux propres, c'est égal, c'est formule de levier, c'est égal au bêta U plus L fois le bêta U moins le bêta D. Mais on est d'accord que le bêta D étant égal à 0, le bêta CP, c'est égal à 1 plus L, le bêta U. Donc, si vous avez augmenté le levier, d'accord, nécessairement, le bêta U étant inchangé, l'effet sur le bêta des capitaux propres, c'est de faire augmenter le bêta des capitaux propres. Vous avez indirectement augmenté la dette nette de l'entreprise. Donc, vous avez rendu les actions plus risquées. On comprend. Imaginez, vous avez une boîte dans laquelle vous n'avez que du cash. Vous avez énormément de cash. Dans ce cas-là, la valeur des actions, elle représente le cash qui est à l'intérieur de l'entreprise. Et comme le cash qui est à l'intérieur de l'entreprise n'est pas risqué, puisque c'est du cash, nécessairement, si maintenant vous enlevez du cash que vous le rendez, vous rendez le reste plus risqué. Donc, ça augmente le bêta des actions et ça les rend elles-mêmes plus risquées, tout simplement. D'accord? Donc là aussi, toujours le même raisonnement. Si vous rendez du cash, vous augmentez la dette nette et donc vous augmentez le bêta. Et donc les actions sont mieux rémunérées, mais en fait, cette rémunération supplémentaire est simplement liée au fait qu'elles sont plus risquées, tout simplement. D'accord? Voilà. Autre exemple, j'y vais. Disponibilité coût du capital. On a une entreprise, Cisco, donc c'est aussi une entreprise dans l'informatique. Capitalisation boursière de 102,4. OK, j'y vais comme ça. 102,4, je le mets là. D'accord, c'est le des capitaux propres.
sa dette est de 16,2 milliards, on nous dit, et l'entreprise détient 48,6 milliards de dollars de trésorerie. Donc on aura envie d'écrire ça comme ça, d'accord? Dire, ah bah, non, pardon. Décidément, je commence à fatiguer. 48,6. D'accord, là on a envie d'écrire, la dette, 48,6. Et puis si vous êtes, d'accord, donc ça c'est capitaux propres et dette. Puis vous avez envie d'écrire ici, attendez, finalement, ah non, la dette c'est 16,2. Excusez-moi, je me suis trompé. Décidément, j'ai vraiment du mal. Hein. C'est la fièvre qui monte certainement. Donc 16,2, c'est la dette, d'accord? Et si vous êtes un comptable, vous allez dire, là, le cash, je vais le mettre là, d'accord? Et donc, si je vous mets le cash ici, parce que le cash, c'est ce qui est détenu dans les caisses de l'entreprise, vous voyez qu'au total, là, vous avez, donc ça fait 118,6, d'accord? Et donc, quelque part, pour que ce soit équilibré, il faudrait mettre un actif économique à hauteur de 70, ok? C'est ça, hein, le bilan un peu comptable de l'entreprise. Moi, je préfère le présenter de cette manière-là, en disant, non, il vaut mieux le présenter comme ça. Il vaut mieux mettre uniquement à gauche l'actif économique, d'accord? Et puis mettre à droite la valeur des capitaux propres et la dette nette. Et la dette nette, c'est moins 32,4, d'accord? C'est comme ça qu'il faut l'écrire. On est OK? Mais évidemment, les deux écritures sont équivalentes, puisqu'on a le même équilibre au total entre actif et passif. On nous dit le bêta est de 1,23 et celui de la dette est nul. Donc le bêta CP dans la situation initiale est de 1,23. Bêta de la dette nul. Quelle est la valeur de marché de l'actif économique de Cisco? D'accord, donc ça on l'a vu. La valeur de marché de l'actif économique de Cisco, c'est 70. D'accord? C'est ce que je vais calculer là. Avec un taux sans risque de 2% et une prime de risque de marché, quel est son coût du capital en endettement nul? A. On connaît bêta CP. À partir de bêta CP, on peut en déduire bêta U. Donc on sait que le bêta CP qui est associé à ça, c'est 1,23. Donc on sait que le bêta D qui est associé à ça, c'est 0. Donc le bêta U, c'est quoi? Le bêta U, c'est 1 moins D fois le bêta CP plus D fois le bêta D. Bêta D, c'est égal à 0. Donc, c'est combien le taux d'endettement ici? Vous voyez, le taux d'endettement, c'est simplement le 1 moins taux d'endettement. Le 1 moins D, c'est combien? C'est simplement 102,4 divisé par 70. C'est la part des capitaux propres dans l'actif de l'entreprise, multiplié par 1,03, 1,23. Et ça, c'est le bêta U. Donc, le bêta U, il vaut, je calcule, il vaut 102,4 divisé par 70, ok, 1,46 multiplié par 1,23, il vaut 1,8 à peu près, d'accord? Ok? Et donc, bien sûr, le bêta U, il est supérieur au bêta CP. Pourquoi? Parce qu'il y a du cash. Donc, le risque de l'entreprise est supérieur, mais il y a une partie qui est amortie par le cash que détient l'entreprise. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on nous dit, dernière question, quel est son coût du capital endettement nul? Donc, quel est le RU de l'entreprise? Le RU de l'entreprise, rappelez-vous la formule du MEDAF. Le RU de l'entreprise, c'est vous expliquer que la différence entre le RU et le RF, le taux sans risque est de 2%. D'accord? Donc, RU moins RF, c'est égal à bêta U multiplié par quoi? Multiplié par RM moins RF, la prime de risque de marché. Donc, la prime de risque de marché, ici, elle vaut 5%. Donc, le RU moins 2%, c'est égal à 1,8 multiplié par 5%. C'est donc égal à 9%. Et donc, le RU, c'est égal à 2% plus 9%, c'est-à-dire à 11%. D'accord? Donc, voilà, le coût du capital endettement nul de cette entreprise, c'est 11%. Donc, sur cet exemple,
vous avez compris comment j'ai pu calculer le bêta U à partir de la donnée boursière, puisque c'est celle que j'enregistre sur les marchés. Je peux le mesurer, ce bêta. Je vois comment l'action Cisco System évolue avec le marché tous les jours de l'année. Donc, je suis capable de mesurer la covariation, la corrélation, le bêta de l'action Beta System, qui vaut 1,23. J'en ai déduit, en regardant la structure du bilan de Beta System, le bêta U de Beta System, c'est-à-dire le risque économique associé à l'activité de Beta System et pas associé au cash qu'il détient. J'ai enlevé l'influence du cash, j'en déduis le bêta U et je suis capable de calculer un RU qui tient compte du CAPM. Voilà ce que j'ai réussi à faire dans cet exercice. Ça va? Ça va. Bon, ça va à peu près. Alors, gare aux illusions. Ah bon. Ok, bah, peut-être allons-y, terminons le chapitre puisqu'on a presque terminé. Gare aux illusions. Alors, vous comptez combien de pattes sur cet éléphant? C'est dur, hein? C'est compliqué. Bon, cherchez pas, ça va vous faire mal aux yeux. D'accord? C'est pas mal, non? C'est rigolo ce truc-là, non? Hein, quand on commence à compter les pattes, moi, je vois celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et puis après, c'est infernal, quoi. D'accord? Bon, donc ça, c'est juste pour amuser les étudiants. C'est pas très important. On n'est pas là pour compter les pattes des éléphants. OK. En fait, tout ça, ça doit nous faire réfléchir à des formes d'illusions, un petit peu comme compter les pattes. Et notamment, il y a quelque chose qu'on aime bien mettre en avant quand on s'intéresse au marché, c'est le bénéfice par action, d'accord, et le bénéfice par action espéré. Donc, les entreprises font des bénéfices. On regardera un peu le cadre comptable, peut-être pas tout à l'heure, mais ou la semaine prochaine plutôt, ou dans 15 jours. Évidemment, le bénéfice, c'est ce que l'entreprise est éventuellement en capacité de donner comme dividende à ses actionnaires. Elle n'est pas obligée de le faire, elle peut en conserver pour investir, elle peut réduire son endettement, d'accord, mais évidemment, c'est finalement le bénéfice, à la fin, c'est ce qui revient aux actionnaires d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a pour habitude de regarder, bien sûr, la manière dont le bénéfice et le prix des actions sont liés. Donc, on nous donne un exemple, on nous parle d'une entreprise, LVI, qui est financée par capitaux propres exclusivement, et son résultat net anticipé est de 10 millions par an. Alors, je souligne bien qu'il s'agit ici d'une espérance de bénéfice. Donc, on est à l'instant zéro et on essaie de regarder, on essaie de faire des prévisions sur l'entreprise et on dit, cette entreprise, on pense qu'elle a une capacité dans le temps, à toutes les dates qui vont venir, peut-être jusqu'à l'infini des temps, de dégager un bénéfice net de 10 millions par an. Alors, vous voyez, son résultat net, c'est un résultat net après impôt. Enfin, peut-être après des impôts, mais pour le moment, il n'y en a pas. Et donc, on nous explique que LVMI a émis 10 millions d'actions qui valent chacune 7,5 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le BPA, c'est le bénéfice par action anticipé pour les dates. C'est quoi? C'est si on pense que l'entreprise va faire 10 millions de bénéfices nets par an, ça veut dire qu'elle est capable de verser 1 euro par action. On est d'accord? Puisque 10 millions divisé par 10 millions, ça fait 1 euro. D'accord? Et vous voyez que le prix de l'action est de 7,5 euros. Donc, le bénéfice par action est de 1 euro. D'accord? Et il y a un truc qu'on aime bien mettre en avant, c'est le rapport entre ce qu'on appelle le PER ou le Price Earning Ratio. On aime bien regarder. On a dans l'idée que ce 1 euro, en fait, fondamentalement, c'est ce qui peut être versé comme dividende permanent par l'entreprise. Si elle reverse tous ses dividendes nets, eh ben, elle va donner 1 euro chaque année à celui qui détient son action. Et donc, on est capable de calculer un price earning ratio. Donc, price earning ratio, c'est quoi? C'est vous allez diviser le prix par le bénéfice. Et donc, le price earning ratio, il est 7,5 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action est valorisée à hauteur de 7,5 fois le bénéfice. On est d'accord? Ça, c'est le price earning ratio. OK? Vous voyez que vous pouvez calculer son inverse. L'inverse du price earning ratio, c'est un espèce de taux de rendement qui rapporte les 1 que l'entreprise pourrait éventuellement verser par dividende, par action, d'accord, au prix de cette action. Et donc, si vous divisez par 1 par 7,5,
vous obtenez quelque chose qui est l'inverse du price earning ratio, qui vaut 13,33%, qui rapporte ce que l'entreprise peut potentiellement donner comme dividende au prix de l'action. Et ça vous fait un yield, un rendement de 13,33%. C'est bon sur ces notions? C'est bon. Voilà, c'est price earning ratio, vous avez déjà rencontré c'est un ratio de valorisation. C'est le nombre de fois, voilà, le prix, c'est le multiple avec lequel le bénéfice est multiplié pour obtenir le prix de l'action. D'accord? Évidemment, si vous le mettez en sens inverse, vous voyez que si vous avez un price earning ratio élevé, c'est le cas actuellement, enfin c'était le cas actuellement avant la crise. Ça voulait dire que les entreprises étaient valorisées à un niveau élevé en termes de prix de l'action, d'accord, en termes de multiples du bénéfice. Et donc inversement, lorsque le price earning ratio est élevé, lorsqu'il vaut 15, bah, ça signifie que le rendement qui est espéré vaut 6%. Donc là, ici, avec 7,5, ça ferait 13,33%. Quel est le bilan qu'on peut avoir de cette entreprise? Enfin, qu'est-ce qu'on peut, on peut essayer d'écrire son bilan, hein. Le bilan de cette entreprise, vous voyez, c'est simplement, bah, elle a 10 millions, d'accord? Donc, son RCP est de 750, puisque on nous dit il y a 10 millions d'actions, et chaque action vaut 7,5, d'accord? Donc, on nous explique qu'elle n'a pas de dette, donc on nous dit que c'est financé exclusivement par capitaux propres. Et donc, ça veut dire que c'est ça le bilan de cette entreprise, d'accord? Quel est son RCP maintenant? Comment on peut déduire son RCP? Et c'est ça ma question, la question qui est posée là. C'est que le RCP, bah, comme ça, on ne peut pas véritablement répondre à la question parce qu'on ne nous donne pas de renseignements sur le rendement. Mais ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on peut penser qu'à long terme, l'entreprise est capable de verser 1 euro de dividende par action et que cette action est valorisée au prix de 7,5. Donc le PER, le rendement des capitaux propres, il est de 13,33%. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que dans le temps, si vous pensez que le bénéfice net anticipé ne bouge pas, d'accord, il ne va pas bouger, l'entreprise est stationnaire, elle n'a pas de croissance, hein, bah, le prix de son action n'a pas de raison de bouger, va rester à 7,5, et ce qu'elle va verser comme dividende ne va pas bouger, et donc son rendement restera tout le temps à 13,33%. Il n'y aura pas de plus-value, en fait, d'accord, dans cette action. Et donc, c'est pour ça qu'on a cet effet. Maintenant, évidemment, la question qu'on va se poser, c'est de savoir ce qui se passe lorsqu'on modifie le bilan de notre entreprise. Donc, rappelez-vous la situation initiale, 750, 10 fois 7,5. Je me suis trompé, c'est pas je sais plus. Oui, je me suis trompé, c'est pas 750, hein, c'est 75, d'accord? C'est bon? J'ai pas fait attention, d'accord? Donc c'est 75. L'entreprise vaut 75. Ça, c'est la situation initiale. Et puis, j'en déduis que son rendement est de 13,33%. Maintenant, vous vous dites, admettons que cette entreprise cherche à faire quoi? L'entreprise, elle va chercher à faire quoi? Elle va chercher à s'endetter. Elle va chercher à s'endetter pour racheter ses actions. Donc, évidemment, on est d'accord que lorsqu'elle va s'endetter, elle va racheter des actions, donc elle va avoir moins d'actions en circulation. Elle va avoir moins d'actions en circulation, ce qui d'un côté peut lui permettre d'augmenter le bénéfice par action, puisqu'elle va avoir moins de 10 millions d'actions. D'accord ? Mais attention, il y a une autre face à la même pièce. C'est que, évidemment, si vous augmentez la dette, vous allez réduire le bénéfice, puisque dans le bénéfice, vous devez soustraire les rendements, la charge financière liée à la dette. Donc, c'est ce qu'on nous demande de faire ça ici. On nous dit, voilà, admettons que l'entreprise emprunte 15 millions à 8%. Donc, on nous dit, bah, le nouveau bilan d'entreprise, c'est celui-là. On va avoir un bilan qui est le suivant. Actif, passif. OK, on emprunte 15 millions. On est d'accord? Donc, on a 15 millions de dettes. Nécessairement, la valeur de l'actif économique n'est pas modifiée. 75, il ne bouge pas. L'entreprise reste la même. Et donc, ce que nous dit Modigliani Miller, c'est que, par conséquent,
les capitaux propres, eux, vont valoir 60. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est logique. Logique. Maintenant, le problème, c'est toujours le même. OK, très bien. 60, c'est quoi? C'est la valeur des capitaux propres, c'est la valeur, le nouveau prix des actions, multiplié par une nouvelle quantité d'actions en circulation, puisque vous allez racheter des actions. D'accord? Il y avait 10 millions avant d'actions. C'était 10 millions d'actions à un prix de 7,5. Ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on fait une opération de ce type-là, on a vu ça dernièrement, c'est que contrairement à l'intuition, c'est un point très important, cela ne modifie pas le cours de l'action. Cela ne modifie pas le cours de l'action. Et je vous conseille d'aller revoir la raison pour laquelle ça ne modifie pas le cours de l'action. Donc en fait, le cours de l'action, il va rester à 7,5. Donc, combien d'actions vont être achetées? Combien il va y avoir d'actions en circulation? Eh bien, il suffit juste de diviser 60 par 7,5 et vous en déduisez qu'il va rester que 8 millions d'actions en circulation. D'accord? Donc, l'entreprise, avec ses 15 millions, d'accord, elle a utilisé les 15 millions d'endettement à faire quoi? À racheter 2 millions d'actions au prix de 7,5. Et ça lui a coûté 15. Du coup, maintenant, elle n'a plus que 8 millions d'actions en circulation. On est d'accord? Et donc, son bilan, c'est celui-là. Vous acceptez ça? Oui. Donc, le prix de l'action est de 7,5. Quel est le bénéfice? Maintenant, le bénéfice, vous vous rappelez, j'avais dit le bénéfice en T, le résultat net, hein, c'était quoi? C'était 10 millions. D'accord? Mais attention, c'était 10 millions au total, pour toute l'entreprise. C'était ça. Hein. C'était 10 millions par an de résultats. D'accord? Maintenant, attention, il faut enlever à ce résultat la charge de la dette. Or, on me dit la dette est à 8% et elle vaut 15. Donc la charge de la dette, c'est 8% fois 15. 8% fois 15, ça fait combien? Ça fait 1,4. D'accord, 1,2, pardon. Ça fait 1,2. Donc, en fait, ce qui reste comme bénéfice, c'est plus 10, mais c'est 8,8 millions. D'accord? Puisque nécessairement, vous avez mis de la dette et donc vous avez réduit le bénéfice de l'entreprise, puisque vous devez soustraire au bénéfice de l'entreprise la charge de la dette, qui est 8% fois 15. Vous avez compris aussi que la dette, je ne la rembourse pas, c'est-à-dire que je fais comme si la dette, elle était émise pour une infinité de périodes, en fait, et que chaque période, vous allez payer 8% fois 15 avec une dette qui va rester à 15, d'accord? Sur lequel on va rouler, qui va rester à 15. Donc, avec ça, vous avez racheté, ici, j'ai mis 2 millions d'actions. Donc maintenant, le bénéfice par action, bah, il est simple, hein, c'est 8,8, d'accord, divisé par 8, puisque vous n'avez plus que 8 millions d'actions. Donc vous voyez que le bénéfice par action a monté. Le bénéfice par action a monté. Donc effectivement, en réduisant, en rachetant des actions, en augmentant la dette de l'entreprise, on a augmenté le bénéfice par action. Donc évidemment, c'est une bonne chose pour les actionnaires, puisqu'ils touchent plus pour chacune des actions. Puisque vous voyez que maintenant, le PER, le price earning ratio, il est de combien? L'action, elle reste à 7. Elle reste, excusez-moi, c'est au numérateur. Donc, hop, j'utilise ma gomme. Le prix de l'action, price, 7,5. Le bénéfice par action, 1,1. Vous avez une action qui vaut la même chose, 7,5 €, mais qui vous rapporte 1,10 €, 10 centimes de plus. Donc, le price earning ratio, maintenant, est de 7,5 divisé par 1,1. Ça vous donne du 6,81. D'accord? Donc, le price earning ratio, il a monté. Et pourquoi il a monté? Pourquoi, en fait, vous voyez que l'action est moins valorisée, en fait, par rapport à ce qu'elle rapportait précédemment. Avant, elle pouvait rapporter 1. Maintenant, elle rapporte 1,1, mais son prix n'a pas bougé. Son prix n'a pas bougé. Pourquoi elle est moins valorisée? Pourquoi est-elle moins chère? En termes de… Elle n'est pas moins chère dans l'absolu, elle vaut 7,5. Mais elle est moins chère par rapport à ce qu'elle peut rapporter. Pourquoi? Parce qu'elle est plus risquée. Et donc, comme elle est plus risquée,
parce que vous avez mis de la dette. Chaque euro d'action est plus risqué, d'accord? Et donc, évidemment, le price-earning ratio, il est plus fort. Et inversement, ce qui constitue le return sur les capitaux propres, eh ben, il est exactement inversé. Il vaut 1,1 sur 7,5, c'est-à-dire 14,66. Et bien sûr, ceci a augmenté, puisque une action qui vaut moins cher, l'action vaut moins cher, mais elle est plus risquée. Et donc, vous voyez que précédemment, on avait 13,33, c'est passé à 14,66. Et là aussi, c'est tout à fait logique. Il n'y a aucune illusion à ça. Simplement, vous avez une action qui est plus risquée. Et donc, comme elle est plus risquée, il faut davantage la rémunérer. D'accord ? Et donc, on le voit bien dans la structure du bilan. Hein. Vous voyez, ça, c'est 14,66%. Ça, c'est 8%. D'accord ? OK ? Et donc, vous pouvez calculer le RU. Bien sûr, le RU, bah, il est égal à quoi, le RU? Le RU, on l'a déjà calculé. Le RU, on l'a calculé précédemment. Il est là. Il est de 13,33%. C'est aussi le rendement des capitaux propres en nettement nul. Et vous pouvez bien sûr vérifier que 13,33%, c'est aussi 75e multiplié par 14,66% plus 15 75e multiplié par 8%. Si la nature est bien faite, ce résultat doit être justifié, doit être juste. J'espère que c'est le cas. J'ai essayé de voir si c'est vrai. Normalement, ça doit être vrai. Si ce n'est pas vrai, il faudra s'interroger. Donc, je fais 60 divisé par 75 multiplié par 14,66 plus 15 divisé par 75 multiplié par 8. J'exécute et je trouve 13,328. D'accord ? Vous voyez bien sûr que, évidemment, ça marche. D'accord ? Bon, là, il y a un problème d'arrondi sur lequel je ne vais pas m'étendre. Parce qu'en fait, c'est 14,66, mais c'est 14,67, quoi. Bref, c'est pas important. D'accord ? C'est la même chose, bien sûr. Et donc, je retrouve la même logique. Donc, la tentation qui consisterait pour une entreprise voilà, à s'endetter pour donner plus de bénéfices par action, bien sûr que c'est quelque chose qui fonctionne. On est passé de 1 euro par action à 1,10 €. Et pourquoi on a eu cet effet-là? Parce qu'il y a moins d'actions en circulation, et même si la charge de la dette est plus élevée, ça a augmenté le bénéfice par action. Donc s'endetter davantage, c'est augmenter le bénéfice par action. Mais c'est une illusion, parce que le prix de l'action n'est pas modifié, d'accord? Donc ça, on l'a vu, c'est un résultat important. Ce qui est modifié, c'est le rendement des actions, parce que ces actions sont plus risquées. Et donc, nécessairement, si vous voulez que les gens acceptent de détenir des actions plus risquées au même prix, bah, il faut leur donner davantage de rendement et donc davantage de bénéfices par action anticipée. Donc voilà une illusion. OK. Bon, il y a ce petit dessin-là qui n'est peut-être pas très important. Je termine par la même chose, ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs, mais c'est donné sur un autre exemple, sur Air Sud. Bon. Certains pensent à tort que l'émission d'actions dilue le capital de l'entreprise et qu'il convient donc de lui préférer l'endettement. Donc, à tort, évidemment, à tort dans Monnier des mineurs. Imaginez, on nous donne un exemple, une entreprise aérienne qui n'a aucune dette et qui a des capitaux propres à hauteur de 500 millions d'actions. Donc, la structure de son bilan est la suivante. Elle a aucune dette. Je vais le mettre en noir. C'est la situation initiale. Elle n'a aucune dette et elle a 500 millions d'actions multipliées par 16. Donc, combien elle vaut cette entreprise? Elle vaut 8 milliards. D'accord? C'est ça sa situation initiale. Et elle n'a aucune dette. Avec ces 8 milliards, c'est une compagnie aérienne, elle achète des avions. Bon. OK. On nous explique que cette entreprise va acheter de nouveaux avions pour 1 milliard financé par émission d'actions. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, ces entreprises? Elle modifie son bilan en rouge
d'accord? Elle modifie son bilan. Que va-t-elle faire? Elle va acheter des actions, elle va émettre des actions, elle va en émettre pour 1 milliard. Donc, la valeur de l'entreprise va passer à 9 000. Va passer à 9 000. Et donc, la valeur de son capital économique, puisqu'elle achète des nouvelles actions, va lui aussi, la valeur de son actif économique va aussi passer à 9 000. Et donc, la seule impact que ça va avoir, ça ne va pas modifier le 16 $, d'accord? Ça ne va pas modifier le 16 $, ça va simplement modifier le nombre d'actions en circulation. Et ce nombre d'actions en circulation va passer, il faut simplement diviser 1000 par 16. D'accord, ce nombre d'actions en circulation va passer à 562,5 et il ne va pas y avoir d'impact sur le cours de l'action. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Je trouve ces exemples peu pertinents. En le regardant, tout à l'heure, je ne vais pas regarder je ne vais pas dire que j'ai préparé très très longtemps le cours. Hein. C'est un exemple qui est peu pertinent. Pourquoi je le trouve peu pertinent? Alors, je vais regarder si je n'ai pas de surprise derrière. Voilà, bon, il le présente derrière. Hein. Je vais vous dire pourquoi c'est peu pertinent. Parce que si vous réfléchissez à une entreprise, j'ai déjà expliqué une entreprise qui est dans le transport aérien, une autre, d'accord, elle va mettre en œuvre des projets. Et évidemment, si elle achète des nouveaux avions, c'est qu'elle va ouvrir des nouvelles lignes. D'accord ? Elle veut augmenter son trafic. Et donc, la question, c'est elle a un projet d'investissement. Et le projet d'investissement, la question, c'est de savoir si sa vanne est positive ou pas. Est-ce que la vanne est positive? Est-ce que le projet crée de la valeur nette ou ne crée pas de valeur? D'accord ? Et dans le raisonnement tel que je l'ai fait, j'ai fait comme si la vanne était nulle. C'est-à-dire que le projet ne créait pas de valeur supplémentaire. Pourquoi j'ai fait ce truc-là? Parce que j'ai confondu, ou j'ai fait comme si l'actif comptable, une compagnie aérienne, si elle achète les avions, pas si elle fait du leasing, hein, si elle les achète. La plupart des compagnies aériennes n'achètent pas leurs avions, ils achètent via du leasing, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité. Mais imaginez qu'elle achète les avions, au niveau comptable, c'est sûr, vous rajoutez 1000 ici, parce qu'elle achète une mobilisation corporelle pour 1000. Mais au niveau de l'actif économique, la question est de savoir de combien augmente l'actif économique et pas de combien augmente l'actif comptable. Donc ici, j'ai fait comme si l'actif économique augmentait du même montant que l'actif comptable. Donc j'ai fait comme si le projet était à vanne nulle. Et donc si le projet est à vanne nulle, d'accord, le raisonnement que j'ai fait est le bon raisonnement. C'est le bon raisonnement. Mais précisément, ce qu'on sait, c'est qu'une entreprise, elle est là pour créer de la valeur pour les actionnaires. Donc on espère qu'elle met en œuvre des projets dont la vanne est strictement positive et pas simplement nulle. D'accord ? Donc, dans l'exemple qui a été développé ici, l'exemple est pertinent si le projet est à vanne nulle. Mais encore une fois, il pourrait ne pas être à vanne nulle. Donc, c'est pour ça que je trouve cet exemple peu pertinent, ou peut-être un peu trompeur d'une certaine manière, car la vanne du projet est nulle. D'accord ? C'est ce qui est indiqué ici. Hein. Vous voyez, avant l'émission, la capitalisation boursière et donc la valeur d'un actif d'entreprise était de 500 millions multiplié par 16, 8 milliards d'euros. Air Sud vend 62,5 millions d'actions nouvelles au prix de 16 euros. C'est simple. Hein. Pour acheter ces avions, elle ne va pas modifier le prix de son action. D'accord ? Et donc, elle va acheter pour ceci. Et ça, c'est vrai uniquement car la vanne est nulle. Si la vanne n'avait pas été nulle, d'accord, ça aurait fait monter le prix de l'action au-delà de ces zéros. Et donc, ça aurait été un modèle différent et donc une approche différente. Donc, ça suppose que la vanne soit nulle. La valeur de marché des actifs augmente de 1 milliard d'euros. Le nombre d'actions augmente à 562,5. Le prix de l'action ne change pas. Bon, ok, pourquoi pas. C'est juste. Mais encore une fois, il faut que la vanne soit nulle pour que cet exemple soit pertinent. Bon, Mommy Forever, c'est exactement ça. Lorsque les marchés sont parfaits, c'est le principe de la conservation de la valeur sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'après, j'ai essayé de faire un espèce de jeu de mots sur les momies et sur Modigliani Miller. Excusez-moi, c'est peut-être pas génial, mais après tout, il faut toujours un peu se lancer. Principe de la conservation de la valeur sur les marchés financiers. Lorsque les marchés sont parfaits, il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage sur les marchés financiers. Les titres sont émis à leur vraie valeur. Et donc, les opérations financières ne créent pas, ne détruisent pas de valeur. D'accord ? Elles sont totalement neutres, en fait. Elles ne font rien. Uniquement les opérations réelles peuvent créer de la valeur. Ce que font les opérations financières,
c'est qu'elle modifie la manière dont le risque de l'entreprise est partagé par les acteurs, par les actionnaires et les créanciers obligataires. Et donc, on a ce résultat-là. Et donc, c'est pour ça que la structure financière de l'entreprise ne joue pas. J'ai aussi cette dernière manière de voir les choses, dont vous avez déjà parlé, je crois. C'est Yogi Berra, le célèbre joueur de baseball américain, qui, lorsqu'on lui livrait une pizza, disait merci de me la découper en 4, parce que je n'ai pas assez faim pour en manger 6. Donc évidemment, cette phrase était juste une phrase d'humour, et c'est le principe de Molly et Miller, selon lequel la manière dont on dépose le gâteau n'a pas d'influence sur la taille du gâteau. Peut-être qu'on pourrait, 19h20, peut-être qu'on pourrait tenter de faire un petit exercice. Celui-là, je crois qu'on l'a. Je crois que celui-là, on l'a déjà fait, en fait, il me semble. Ah non, on ne l'a pas fait. On peut toujours tenter de faire cet exercice. Hein. C'est un peu. Bon, attendez, je regarde un peu l'exercice que j'ai en stock. Ah oui, j'ai celui-là qui est pas mal. Tiens. Bon, on va peut-être faire le truc TBTF. TBTF, ça veut dire Too Big to Fail. Les banques sont des entreprises particulières. Les banques sont des entreprises particulières. Les banques sont des entreprises qui sont énormément endettées. Elles sont énormément endettées et donc elles ont peu de capitaux propres par rapport à la dette. Elles ont énormément de dettes et donc elles ont un levier qui est très important. Et une partie des enjeux actuels de la régulation financière est précisément de faire en sorte que les banques aient davantage de capitaux propres, soient davantage capitalisées pour mieux résister au cycle économique et pour être moins dépendants de la dette. C'est quoi la dette des banques? La dette des banques, c'est d'abord les dépôts à vue qui sont détenus par les banques. Finalement, quand vous déposez de l'argent sur votre compte en banque, vous détenez une dette sur la banque. La banque vous doit de l'argent directement, elle vous doit du cash. Mais de manière plus générale, les banques se financent pas seulement en récupérant des dépôts, bien sûr, elles le font, mais elles se financent également en émettant des obligations qu'elles mettent sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires. Donc, elles émettent des obligations et avec ces ressources, les crédits, les dépôts que vous déposez chez les banques, les obligations que les banques émettent, elles distribuent des crédits. Elles acquièrent des titres financiers. En fait, en distribuant des crédits, elles acquièrent des titres financiers qui rentrent à leur actif. Du coup, les banques ont une structure financière qui est particulière. Alors, c'est quoi la structure financière d'une banque? Vous pouvez essayer de voir son actif et son passif. Bien sûr, une banque a son passif. Elle a quoi? Elle a l'origine des fonds qu'elle mobilise. Et dans ces fonds, elle a des dettes. D'accord? Et donc, notamment, ça inclut, mais pas simplement, les dépôts à vue. Les dépôts que vous avez déposés auprès d'une banque, c'est ce que vous doit votre argent, votre banque. Donc, c'est exactement une dette. Et puis, bien sûr, elle a des capitaux propres. Elle a des actions qu'elle a émises. Et vous pouvez tous les jours acheter des actions de chez BNP ou d'autres grandes banques de la place. À son actif, elle a quoi? À son actif, elle a tout ce qu'elle détient. Elle a tous les actifs qu'elle a achetés. Donc, c'est des actifs, des titres financiers détenus par la banque. Des actifs détenus par la banque. Donc, c'est quoi? Pour l'essentiel, ça peut être des crédits qu'elle a distribués, d'accord? Ça revient à détenir un actif financier. Vous devez de l'argent à votre banque, donc c'est un crédit immobilier. Ça peut être aussi des titres financiers. Et notamment, il y a un titre financier que les banques aiment bien détenir, c'est des obligations souveraines, des obligations d'État. D'accord? Donc ça, c'est juste un petit cours d'économie pour montrer comment fonctionne une banque. Donc une banque, d'un côté, elle détient des dépôts qui sont ses ressources. Elle peut émettre de la dette à court ou à long terme, qui sont également des ressources. Et avec ça, elle distribue du crédit. Et éventuellement, elle peut acheter des titres financiers ou détenir de la liquidité auprès de la banque centrale. D'accord? Donc, c'est ça, sa structure. La caractéristique de la banque, c'est que, comme il est indiqué ici, elle détient le poids de ses dépôts et le poids de ses obligations est très important. Donc, on part d'une situation, on nous dit, on a une banque qui a 2% de capitaux propres et 98% de dettes. D'accord? Vous voyez que dans la situation initiale, la banque, elle a 2%, 98% de dettes pour 2% de capitaux propres.
Donc, elle a un levier, mais gigantesque, un levier de 49. D'accord? Elle a un levier de 49. Pour chaque euro de capital propre, elle détient 49 de dette. Voilà, elle émet 49 de dette. Donc, la structure de son bilan, c'est sa capitalisation boursière est de 10 milliards d'euros. D'accord? Et donc, ça veut dire que la structure de son bilan, c'est 10 490. Voilà la situation initiale de ma banque too big to fail. La valeur de ses capitaux propres est identique. Donc, d'accord, c'est 10 490. On écrit son actif en bilan économique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque, son bilan se présente de la manière suivante. D'accord? Elle a 500 milliards d'euros à disposition pour distribuer des crédits. Et on nous dit qu'elle prête à ses clients au taux de 4,22%. Donc, 4,22%, c'est quoi? C'est exactement le rendement de son actif économique. C'est la rémunération des prêts qu'elle distribue, 4,22%. Et puis de l'autre côté, on nous explique qu'elle emprunte au taux de 4%. Donc le taux de 4%, on est d'accord que les dépôts à vivre, c'est une ressource gratuite. A priori, sauf si elle rémunère ses clients, elle ne paye pas pour ça. Mais par contre, si elle émet des obligations pour se financer, c'est ce qu'elle fait, elle doit payer 4%. C'est une donnée du problème qu'on nous met là en avant. Voilà. Donc on en est là. Et puis, on nous explique à la ligne suivante qu'on met en œuvre une nouvelle régulation financière dans laquelle on veut que la banque soit moins exposée à de la dette. Donc, une nouvelle règle prudentielle, ce qu'on appelle une règle prudentielle, de prudence, on veut que la banque soit mieux capitalisée, impose à toutes les banques de disposer de capitaux propres au moins égaux à 4% de leur passif. Pour se conformer à cette règle, la banque TBTF va émettre des actions nouvelles et utiliser les capitaux levés pour en partie rembourser une partie de sa dette. C'est exactement ce que les banques ont fait depuis 10 ans. Elles se sont recapitalisées, elles ont émis des actions, elles ont eu du mal parce qu'il faut les vendre, elles ont émis des actions pour réduire leur exposition à la dette. D'accord? Donc c'est ça la réglementation prudentielle, on nous dit on va changer et on va passer à une règle qui vaut que le nouveau levier, ça sera non plus 2%, ça sera non plus 4%, mais on va faire un nouveau levier avec des capitaux propres au moins égaux à 4% de leur passif. Au moins égaux à 4% de leur passif. C'est-à-dire que ma banque, d'accord, quelle va être sa situation? Quelle va être sa situation en termes de bilan? Supposons que cette opération financière ne change strictement rien à son actif économique. D'accord? C'est une simple opération financière qui consiste à modifier la structure de son passif. Ce qu'on nous explique, c'est que les capitaux propres doivent au moins correspondre à 4% du passif. Et donc, 4% de 500, d'accord? 4% de 500, ça va nous faire des capitaux propres qui sont à hauteur de 20. Donc, ce n'est pas énorme, voilà, c'est ça. Et donc, si les capitaux propres sont à hauteur de 20, ça veut dire que la dette, elle, va être à hauteur de 480. Et donc, vous voyez que le levier, de rien, par cette petite opération, il a été divisé par 2, ou même à plus que 2, puisqu'il est passé de 49 à 24. D'accord? C'est ça la nouvelle situation. C'est bon? C'est bon. Oui. Vous êtes bon sur la banque, là? Donc la banque, là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a émis des capitaux propres, elle a émis des nouvelles actions, et en parallèle, elle a réduit son endettement, donc elle a racheté sa dette, ok? Mais elle n'a pas modifié son activité économique. Donc c'est ça son nouveau bilan. Avant l'application de la règle prudentielle, première question, quelle est la rentabilité financière ROE de TBTF? D'accord? Donc, ce qu'ils appellent la rentabilité financière ici, c'est ce qu'ils appellent le return on equity. ROE, ça veut dire return on equity. D'accord? Donc, return on equity, ça veut dire ce que ça veut dire. Return on equity, c'est le rendement dégagé par l'equity, c'est-à-dire dégagé par les actions de la banque. D'accord? C'est ça. Donc, pour ça, il faut le return on equity, c'est simplement le rendement des capitaux propres. On est OK? Et donc, pour le trouver, il faut appliquer la formule du levier. Formule du levier, le RCP, c'est le RU plus L fois le RU moins le RD. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la formule qu'on a vue. OK?
Combien vaut le RU? Le RU, c'est le rendement de la banque si elle était uniquement financée par capital propre. 4,22%. C'est la rentabilité de son actif économique. Combien vaut le levier dans la situation initiale? 49. C'est gigantesque. C'est le L qui est ici. Combien vaut la différence entre le RU et le RD? C'est tout petit. 4,22% moins 4%. 0,22%. D'accord? Vous faites le calcul. Je prends ma calculette. 49 fois 0,22. Ça fait 10,78. Plus 4,22. Vous obtenez la réponse à la question, c'est 15%. D'accord? Vous avez compris comment la banque peut donner de l'argent à ses actionnaires. Elle donne de l'argent à ses actionnaires parce qu'elle met un levier qui est énorme. Donc la différence entre 4,22 et 4% n'est pas énorme, d'accord, 0,22. Mais comme vous mettez un levier de 49, et ben vous arrivez à dégager un rendement ici qui est de 15%. D'accord? OK? Et vous mesurez donc à quel point ces capitaux propres sont à risque. À quel point ces capitaux propres sont à risque. Puisque derrière, il y a un levier qui est énorme. Et donc, les capitaux propres absorbent tout le risque en admettant que la dette des banques soit certaine. Bon, ben on sait très bien qu'en fait, la dette des banques n'est pas certaine. Et c'est pour ça qu'on a été obligé, pas en France, contrairement à ce que certains disent, mais dans des pays, en Allemagne, en Irlande, en Espagne, de mobiliser beaucoup d'argent public pour sauver les banques en 2008. D'accord? Parce que simplement, il fallait rembourser leurs dettes pour éviter qu'elles fassent faillite. En France, on s'est contenté de mettre en place des garanties, mais ces garanties n'ont pas été activées par les banques et donc ça n'a pas coûté d'argent directement aux contribuables. D'accord? Mais voilà comment les choses fonctionnent. On applique la nouvelle règle. Donc vous avez compris. Si vous appliquez la nouvelle règle, qu'est-ce qui va se passer? Je le mets en noir. Le RU reste le même, 4,22%. Mais le L vaut 24, puisque vous avez vu, ici j'ai dit le L tombe à 24. Le RU moins RD, il reste à 0,22%. On ne dit rien sur la dette des banques. Donc les banques continuent à s'endetter au taux de 4%. Donc vous voyez que du coup, le rendement des capitaux propres vaut 4,22 plus 24 fois 0,22. 9,5%. Donc c'est tout à fait standard. Quand vous augmentez, vous diminuez le levier, vous rendez les capitaux propres moins risqués, les banques plus solides, puisque les capitaux propres sont moins risqués, il y a davantage de capital propre. Et donc, bien sûr, le rendement exigé par les actionnaires est plus bas, il est de 9,5%. OK? OK. Cet exemple particulier des banques, qui sont, encore une fois, des institutions qui ont des ratios de levier qui sont énormes, et c'est bien toute la fragilité des banques qui est illustrée ici dans cet exemple. Comment l'écart entre la rentabilité financière de TBTF et son coût de la dette évolue-t-il suite au durcissement des règles prudentielles? Donc, la rentabilité financière de TBTF, c'est la rentabilité financière de son equity, visiblement, puisqu'ils nous ont parlé du return on equity au-dessus. Rentabilité financière, c'est le return on equity. C'est pas très bien rédigé, c'est pas très bien traduit en fait de l'anglais au français. Donc d'un côté, vous avez vu le ROE, le RCP, il baisse, d'accord? Le RCP, il baisse, et le coût de la dette, lui, n'est pas modifié, il reste à 4%. Donc cet écart, comme le RCP baisse, d'accord? Cet écart diminue lui-même, d'accord? Je vous propose de ne pas répondre à la question D, parce que ça m'éloigne un peu du programme. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais répondre, mais je n'ai
pas trop envie d'y répondre là, parce que je pense que ça m'éloigne un petit peu du programme. Dernière question, est-ce que cette rentabilité, la réduction de la rentabilité financière, suite à cette augmentation, réduit-elle l'attractivité de TBTF pour les investisseurs? La réponse à cette question, c'est non. Et ça, c'est Modigliani Miller. Rappelez-vous, la structure financière n'a aucune importance. Et donc, en fait, vous voyez bien que lorsque vous détenez une entreprise qui est moins endettée, c'est comme si vous, là, vous voyez bien, vous allez détenir une entreprise, vous êtes actionnaire de la banque et vous allez détenir une banque qui est moins endettée. Bah, c'est comme si vous vous endettiez vous-même à la place de la banque. D'accord? C'est exactement ce que nous dit Modigliani Miller. Bon, dans les faits, on voit bien que c'est assez irréaliste sur les banques, mais vous pouvez très bien vous endetter pour pouvoir racheter des actions supplémentaires de la banque, et ceci ne va strictement rien changer à la valeur des portefeuilles des investisseurs. Et donc, bien sûr, ça ne réduit aucunement l'attractivité financière de la banque, simplement parce que les capitaux propres sont moins risqués, puisqu'il y a moins de dettes. D'accord? Donc, voilà le résultat. Alors, pour la fin, il est quelle heure? 19h35. Pour la fin, je pourrais avoir un exercice qui est pas mal. Ah, c'était celui-là. C'était la situation d'une entreprise qui s'appelait OpenStart. Il y a quelque chose dont on n'a pas discuté, ou pas trop discuté, c'est la question de la faillite. C'est la question de la faillite. Et dans cette entreprise, dans cet exercice, on vous propose de réfléchir à la notion de faillite, en fait. Et ce qui se passe lorsqu'on émet de la dette qui devient de la dette risquée. On l'a déjà rencontré cette situation, mais en fait, on ne l'a pas exploré jusqu'au bout. On est resté un peu elliptique ou pas très précis sur le sujet. Cet exercice est l'occasion aller plus loin sur cette question. Et donc, je trouve que c'est un très bon exercice qui n'est pas totalement simple. Mais en même temps, qui reste aussi dans la logique de ce qu'on fait. Donc, on étudie une entreprise qui est OpenStart, qui est une entreprise de services numériques, qui est entièrement financée par capitaux propres, avec 100 millions d'actions en circulation qui se négocient au prix de 1 euro. Son fondateur possède actuellement 20 millions d'euros d'actions. Donc, la situation d'OpenStart, c'est une entreprise qui vaut 100, d'accord, c'est ce qu'on nous dit, hein, puisque 100 millions d'actions en circulation au prix de 1 euro. Donc, elle vaut 100 millions, d'accord. Et ensuite, on nous dit là qu'il y a 2 états possibles et écus probables, donc avec une probabilité de 1,5 chacun. C'est que dans 1 an, la société qui développe un logiciel vaut 160. Ça, c'est le bon côté de l'histoire, donc ça marche super bien. Et le mauvais côté de l'histoire, c'est au contraire le fait que l'entreprise ne vaut que 75 dans 1 an. Okay, le taux sans risque nous le présente comme valant 2%. Très bien, c'est donné l'exercice. Le fondateur de l'entreprise envisage de racheter toutes les actions de circulation en s'endettant par l'émission d'obligations zéro coupon payables à leur valeur nominale dans 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La situation initiale de l'entreprise, celle qu'on a étudiée là, ici, d'accord, c'est une situation dans laquelle l'entreprise n'a pas de dette. Donc, elle n'a pas de dette. En fait, elle vaut 100 millions et on nous dit que le fondateur possède 20 millions d'actions. D'accord ? Donc, ces 100 millions, en fait, vous voyez que les 100 millions, il y a 100 millions qui sont possédés par des actionnaires extérieurs et il y a 20 millions qui sont possédés par le créateur de l'entreprise. OK ? Donc, c'est le fondateur qui possède 20 millions. Et donc, initialement, il n'y a pas de dette et le bilan d'entreprise se présente de la manière suivante. C'est exactement ça le bilan d'entreprise. On nous explique que le fondateur aimerait bien, en fait, récupérer l'intégralité du flottant, c'est-à-dire récupérer toutes les actions en circulation en s'endettant. Donc, vous voyez que s'il veut récupérer toutes les actions en circulation en s'endettant, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce qu'on nous explique là. Il doit mettre en œuvre la stratégie suivante. Il doit racheter pour 80 millions d'actions. Et donc, il doit émettre sur le marché 80 millions de dettes, ce qui est énorme, puisque vous voyez que dans ce cas-là, ça veut dire que s'il doit émettre 80 millions, d'accord, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va racheter 80 des capitaux propres,
D'accord, il va racheter 80 millions d'actions. D'accord. Et donc, la structure de son bilan, ça sera une structure avec un levier qui est énorme, puisque le levier passera ici à 4. D'accord. Ce qui est considérable. Pour une start-up, c'est totalement impossible à envisager. On ne peut pas mettre autant de dettes sur une start-up. Donc, c'est un exemple totalement théorique. Et bien sûr, cette modification de la structure financière, elle doit se faire à valeur de l'actif économique inchangé. Donc, la mutation dans laquelle il est, c'est faire ça. Évidemment, s'il fait ça, vous voyez que les 80 millions de dettes, c'est de la dette qu'il doit émettre aujourd'hui. Les 80 millions de la dette qu'il doit émettre aujourd'hui, il doit retrouver 80 millions de financement sur la dette, c'est supérieur à 75. Donc 80 est supérieur au minimum de ce qu'il pourrait obtenir comme résultat. D'accord? Donc, la dette ici qui doit être émise, elle est nécessairement risquée. Elle est nécessairement risquée. Il n'est pas sûr de pouvoir la rembourser entièrement. D'accord? Puisque vous voyez que le taux sans risque est de 2%. Le taux sans risque est de 2%. Il veut émettre une dette qui vaut 80 aujourd'hui, donc pour lequel, même au taux sans risque, il devrait rembourser demain 81,6. Et il n'est pas capable d'être sûr de les rembourser, puisque dans la moitié des cas, il n'y arrivera pas. Donc la dette qui doit être émise, elle est risquée. Il y a un risque de faillite. Il y a un risque de faillite. Donc, quelle est la valeur de marché de la dette qui doit être émise? Tout simplement 80. Si vous voulez racheter 80 millions d'actions, eh ben, il faut réussir à lever 80 millions. La question maintenant, c'est de savoir si vous allez pouvoir le faire ou pas. Alors, pourquoi on pourrait ne pas le faire? Parce que simplement, une partie de cette dette serait risquée. Donc, dans la question B, ce qu'on nous dit, c'est, on nous dit, mais attendez, OK, en fait, notre patron se rend compte qu'il ne peut pas émettre 80. Parce que s'il émet 80, 80 fois 1,02%, c'est égal à 80,6, et c'est bien supérieur à 75. Donc, ce qu'il peut faire au maximum, c'est, il se dit, mais si je veux éviter la faillite, ce que je peux émettre comme dette au maximum, c'est une valeur de remboursement qui soit de 75 millions d'euros. Pourquoi 75 millions d'euros? Parce que 75 millions d'euros, c'est exactement ce qu'il va obtenir dans le pire des cas. Ce qu'il va obtenir dans le pire des cas. Dans la moitié des cas, en fait. Il obtient exactement 75. Donc, évidemment, s'il émet 75 comme valeur de remboursement, vous voyez bien que c'est ce qu'il appelle la valeur nominale. La valeur nominale, c'est la valeur de remboursement de la dette. S'il émet 75, ça signifie que la dette qu'il peut émettre aujourd'hui, je la mets en vert, c'est 75 divisé par 1 plus 2%. C'est-à-dire 75 divisé par 1,02, c'est égal à 73,53. Ça, c'est le montant maximal d'endettement qu'il peut avoir en étant sûr de pouvoir rembourser 75 demain. Donc, c'est le montant maximal de dette non risquée qu'il peut émettre. OK? Imaginons qu'il fasse ça. C'est quoi son bilan? C'est quoi le bilan d'entreprise? C'est 100, rien n'est changé. La valeur de la dette, 73,53. Le complémentaire de 73,63, c'est 26,47. D'accord? Et 26,47, c'est quoi? C'est 20 plus ces 20 que notre fondateur détient, plus 6,47 qui continue à être détenu par des investisseurs extérieurs. D'accord? Donc, à la question B, peut-être que c'est un peu embrouillé, mais c'est ça, il émet une dette, donc il est sûr qu'elle peut être remboursée. 75 millions de valeur de remboursement. Combien il peut obtenir? 73,53, parce que c'est ce qui correspond à un taux d'intérêt à 2%, à la valeur de 75 millions qu'il doit rembourser. Donc, comment se structure son bilan? 73,53, 26,46 ou 26,47
47, pardon, 47 de capitaux propres. Et 26,47, c'est 20 plus 6,47. Quelle part des capitaux propres pourrait être rachetée? Vous voyez que la part des capitaux propres qu'il va pouvoir racheter, au départ, ce qui peut être racheté comme part des capitaux propres, c'est précisément 73,53%. Puisque il y avait 100 de capitaux propres, et vous allez pouvoir racheter 73,53%, puisqu'il va rester 26,47 millions de capitaux propres en circulation, des capitaux propres au total. Quelle est la part du capital propre en circulation? Attention, ça c'est une réponse un peu différente. C'est combien la part du capital propre en circulation qui reste? 6,47. C'est ce que vous n'avez pas pu racheter. D'accord? 6,47, c'est ce que vous n'avez pas pu racheter. C'est là. D'accord? C'est ce qui est resté aux mains d'un investisseur extérieur. Divisé par la totale des capitaux propres, c'est 26,47. Et donc, la part du capital encore en circulation, c'est tout simplement 6,47 divisé par 26,47, c'est-à-dire 24,44%. Vous voyez qu'initialement, il y avait 80% du capital qui était en circulation, et en mettant en place un endettement non risqué, vous réduisez la part du capital propre en circulation à 24,44%. Donc, auparavant, vous aviez une boîte qui était détenue à 80% par des investisseurs extérieurs, d'accord, des actionnaires, par des actionnaires extérieurs. Et suite à l'opération, le fondateur est arrivé à une situation où l'entreprise n'est détenue qu'à 24,47% par des actionnaires extérieurs. OK? Oula. Je ne vous entends pas. Oui. Allô, Oui, ça oui. bug, je crois. Non, On est là. C'est bon? Oui. Maintenant, on a réfléchi à ça et on se dit, mais finalement, c'est la question C. L'actionnaire extérieur, enfin, finalement, et c'est la logique de Mondini Miller, celui qui achète la dette, qui achète les 73,53 de dette, ça peut être simplement l'actionnaire extérieur en question, celui qui se fait racheter les actions. En fait, il se fait racheter les actions et avec l'argent qu'on lui donne, il achète la dette de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est une opération relativement blanche. En gros, il va échanger ses actions contre de la dette de l'entreprise. Et ce qu'on nous propose dans la question C, c'est ça. Combinons les actions librement en circulation et la dette sans risque. Quel est le profil de gain de ce portefeuille? Donc, imaginez que là, on se dit, mais la question du profil de gain, c'est quoi? C'est la question C que je mets ici. Donc, je la mets peut-être en bleu, change de couleur. La question C, après, on verra si on peut faire ça sur notre page. Combinez les actions en circulation et la dette sans risque. Imaginez que vous ayez un portefeuille dans lequel vous mettez dedans la dette sans risque. Donc, cette dette sans risque, elle vaut combien? Elle vaut 73,53. Combien rapporte-t-elle? 75 et 75. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, on est bien D'accord avec vous. OK. Maintenant, on nous dit, mais OK, combinons, ajoutons à ça, donc là je mets plus pour dire on ajoute à ça la dette, les actions encore en circulation. Les actions encore en circulation, combinons les actions librement en circulation et la dette sans risque. Elles valent 6,47. D'accord? On est d'accord? C'est ça. Oui, c'est ça. Et que la valeur de ce portefeuille, c'est 80. D'accord? En fait, tout se passe comme si notre actionnaire en question, il avait rendu des actions et qu'on lui avait donné de la dette en plus. D'accord? Mais, pourriez vous demander, mais qu'est-ce que ça va rapporter les 6,47 qui sont là? D'accord? Combien ça va lui rapporter? Avec une probabilité 1,5 et 1,5.
Réfléchissons un instant. L'entreprise, elle vaut 100 au départ. Elle fait 160 et 75. D'accord? Que se passe-t-il si elle est endettée? À hauteur de 75. Elle doit rembourser 75 parce qu'elle s'est endettée à hauteur de 73,53. Ça signifie que demain, elle va rembourser 75 de dette et le complémentaire, elle va rembourser du capital propre. Le reste, ça va être du capital propre. D'accord? Demain, si elle veut 160 demain, ça veut dire que demain, elle va devoir donner de la dette, rembourser sa dette à hauteur de 75, et le complémentaire, 85, ça sera la valeur des capitaux propres. En revanche, si elle est au bord de la faillite, d'accord, vous voyez qu'elle va rembourser sa dette, elle va y arriver, 75, ça correspond exactement juste à ce qu'elle peut redonner. Et dans ce cas-là, les capitaux propres ne valent que 0. On est d'accord? Oui. Donc, si l'entreprise s'endette à hauteur de 75, demain, elle est obligée de donner 75 pour les créanciers obligataires, pour ceux qui ont pris la dette. Et donc, il va rester que 85 dans le bon cas pour les gens qui détiennent l'equity et 0 dans le mauvais cas. Donc maintenant, pourquoi on nous a demandé la question, mais c'est quoi les 24,44%? Les créanciers extérieurs, les actionnaires extérieurs détiennent 24,44% de l'entreprise. D'accord? Donc, leur part dans les capitaux propres demain, c'est précisément 24,44%. D'accord? Puisqu'ils détiennent 24,44%. Donc, les 6,47 ici qui sont là correspondent à 24,44% des actions qui sont en circulation dans l'entreprise. Vous vous rappelez, on a calculé ce chiffre. Et donne un droit à 85 de valeur. Donc, les 85 de valeur qui sont dégagés juste à la limite de faillite, et ben pour 24,44%, ils sont obtenus par les actionnaires extérieurs. Et donc, ils obtiennent demain 20,77. Même 20,78 en fait. OK? Vous avez compris pourquoi le 24,44% est important? Parce que si vous détenez 25% de l'entreprise, ou 24,44% ici exactement, vous avez le droit à 24,44% de sa valeur demain. C'est ça le principe de base du capitalisme. Ce dont vous avez le droit dépend du nombre d'actions que vous détenez. Et bien sûr, ce qui est en bas, c'est 0. Pourquoi? Parce que vous détenez 24,44%, et donc comme ça rapporte 0, bah, vous rapportez 0. D'accord? Donc, maintenant vous avez compris. Regardez. En fait, les 6,47 me donnent soit 20,78, soit 0. OK? Et ce portefeuille vaut 73,53 plus 6,47. Et donc demain, il vaut 80. Demain, il vaut 80. D'accord? Et ce 80, vous voyez, c'est la valeur de ce portefeuille, c'est combien il rapporte au total? Il rapporte 75 plus 20, 78. C'est-à-dire 95,77. D'accord? Ça, c'est la branche du haut. Ou même 95,78, pardon. C'est la branche du haut. OK? 75 plus 20, 78. Où il rapporte 75. C'est la réponse à la question petit c. Quel est le profil de gain de ce portefeuille? C'est combien il rapporte dans les deux cas. Le portefeuille qui est le portefeuille composé de la dette risquée, non, tout juste non risquée, pardon, non risquée à 75 et des actions risquées, vaut 80 et rapporte 95, 78 et 75. Ça va? Oui. Ah. Oui. Oh là là. Bon, c'est bientôt fini, hein, votre torture. Il reste 5 minutes. Question D. Quelle serait la valeur nominale d'une dette risquée dont les flux seraient les mêmes que ceux du portefeuille précédent?
en fait, comparez les bilans. Vous voyez bien que détenir la dette risquée à hauteur de 80 ou détenir une dette non risquée à hauteur de 73,53 plus 24% des actions de l'entreprise, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, on a réussi par ce raisonnement, à montrer quel était le profil de gain d'un actif qui vaudrait 80 et qui permettrait de racheter donc 80% des actions en circulation. Donc, de cette fameuse dette non risquée. Et donc, de cette fameuse dette risquée. Et donc, la réponse à la question, elle est maintenant, vous savez que quelque chose qui rapporte, qui vaut 80 et qui permet de racheter 80% des actions et qui rapporte 75 et 95,78, c'est exactement l'actif financier qui permet de racheter 80% des actions. Et donc, c'est exactement la dette risquée dont il était question au début. C'est exactement la dette risquée dont il était question au début. Puisque, voilà ce qui va se passer. C'est que notre entreprise, elle vaut 100, et ça, c'est 160 ou 75. Et ce qu'on propose, c'est un partage entre, d'un côté, quelque chose qui a rapporté 80, 75, donc de la dette, c'est de la dette risquée, mais vous voyez qui permet d'avoir juste l'actif résiduel en cas de faillite et qui va rapporter 95,78, d'accord? Donc, ce qui reste de l'autre côté à notre fondateur, c'est le complémentaire, c'est-à-dire 0 en cas de faillite et 64,75 en cas de non-faillite. Monsieur ? Maintenant, quel est le rendement de cette dette? C'est quoi le rendement de la dette ici? Vous voyez que la dette, si l'entreprise ne fait pas faillite, la dette, elle va permettre d'obtenir 95,78 divisé par 80. Et donc, ici, la dette, elle permet d'obtenir 19,725 de rendement. D'accord? Monsieur ? Vous avez acheté de la dette pour 80, boum, l'entreprise marche super bien, d'accord? Et vous allez toucher 95,78. Donc, la promesse que doit vous faire l'entrepreneur, c'est de vous dire, moi, je vous donne 19,725 s'il n'y a pas de faillite. Mais s'il y a une faillite, eh ben, vous aurez le droit qu'à l'actif résiduel. Et donc, vous aurez le droit à 75. Vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre moins 6,25%. On est d'accord? Et donc, c'est de la dette. Tout à l'heure, je vais parler de high yield. Comme c'est de la dette risquée, bah oui, le high yield, il est là, hein, plus 19,725. Eh ben, pourquoi? Parce que s'il y a faillite, d'accord, vous perdez de l'argent. Donc, c'est du high yield si ça rapporte. Si ça ne rapporte pas, vous faites avoir. Enfin, vous faites avoir. Il y a une faillite et donc vous allez ne toucher que 7,75. Monsieur ? Le RD de cette dette, c'est quoi? Dans la moitié des cas. Monsieur ? Oui. Monsieur ? Est-ce qu'on peut vous couper, s'il vous plaît? Il y a monsieur Macron qui va parler. Il y a Emmanuel. C'est qui Emmanuel? Je ne connais pas. Attendez, 58. Voilà. Je termine là-dessus. La moyenne de la dette, c'est ça, c'est cette quantité-là. Ça, c'est le RD. Je vous laisse écouter Macron et on se retrouve très bientôt. Merci, monsieur. Désolé pour… Merci beaucoup. Oh, pas du tout. Bonne soirée, monsieur. Merci. Bonne soirée, au revoir. Je me sens très concerné. Allez, bon courage, au revoir. Et merci de votre attention. Merci. Merci.